Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Djamali Kasbane. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois PS. Et alors, on va parler évidemment avec vous des taxis, parce que vous êtes un grand spécialiste de ce dossier. Mais tout d'abord, parlons de cet élargissement du ring. La Flandre, qui veut élargir le ring pour améliorer la fluidité du ring en Flandre. Mais si des projets sont sur la table, aucune discussion entre régions n'a encore démarré, entre régions bruxelloises et régions flamandes. C'est ce qu'a annoncé le ministre-président hier, Rudy Verwoerd. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. La première, c'est les Flamands ne décideront pas seuls l'avenir du ring. B, c'est l'occasion de négocier et d'obtenir des parkings de dissuasion. Ou C, difficile de concilier air pur et fluidité. Alors, quelle est votre réaction? J'aurais pu prendre les 3, en réalité. Il est clair qu'un dossier comme celui-là, la Flandre ne peut pas décider seule. Il est clair que dans les préoccupations que nous avons, il y a l'obligation d'établir des parkings de dissuasion. Et c'est vrai qu'il faut essayer de concilier une politique de mobilité plus fluide avec la qualité de l'air. Et ce qui nous préoccupe, nous, c'est surtout la qualité de vie des Bruxellois. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il y a des contacts, mais on n'est pas encore dans des discussions, des négociations. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans des embryons de réflexion. Et au stade actuel, on ne peut pas être C'est une gesticulation flamande du côté du gouvernement flamand? Je ne vais pas aller jusque-là. Chacun s'exprime comme il a envie. J'ai la naïveté de penser que l'approche des élections décuple parfois certains discours et certaines motivations, mais en ce qui concerne Bruxelles, nous sommes très sereins, nous sommes là et nous défendrons les intérêts des Bruxellois jusqu'au bout. Donc pas d'urgence pour cet élargissement en tout cas? Pas d'urgence, mais il y a des urgences en tout cas à régler certains problèmes liés en tout cas à l'utilisation de ce ring. Alors de l'élargissement au blocage du ring, il n'y a qu'un pas, et on le fait ensemble, puisque vous avez suivi les taximens en manif et en blocage aujourd'hui. Ce matin, à peu près 650 voitures ont bloqué les accès à Bruxelles, certains tunnels, filtrés, certains boulevards, aussi sur la petite ceinture. Alors, est-ce que, d'abord, sur la manière, bloquer Bruxelles, est-ce que c'est à la hauteur de la problématique des taxis? Je crois que c'est à la hauteur de la gravité de la situation. Aujourd'hui, le secteur des taxis, c'est un secteur qui souffre. Vous avez des chauffeurs qui sont dépités, déprimés, et qui ont l'impression de ne pas être écoutés. Je rappelle qu'ils ont organisé une manifestation en février, une manifestation au mois de mars également. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu d'incident. Et ils ont annoncé qu'ils allaient les crescendo tant qu'on ne les entend pas. Donc ils ont tenu parole. Aujourd'hui, ils alertent par rapport à leur situation, par rapport au fait qu'on est en train de leur prendre leur travail, leur prendre leur gagne-pain, avec une concurrence qui n'est pas loyale, qui n'est pas légale. Parce que je veux dire, la concurrence, elle peut exister quand elle est juste, équitable et loyale. Et ici, vous avez des chauffeurs qui rentrent dans la pénibilité et dans la pauvreté, puisque vous avez des chauffeurs qui sont obligés, à cause d'une forme de concurrence d'Uber, de faire entre 12 et 14 heures de travail par jour, avec des recettes qui diminuent de 30%. Et bien derrière le secteur taxi, il y a 3000 familles bruxelloises qui dépendent de ce secteur. Et là, je pense qu'on n'a pas pris conscience qu'on est devant un secteur qui souffre. Et puis, on ne prend pas conscience aussi qu'on leur propose en fait un plan qui n'est pas du tout un plan concerté, pas du tout un plan qui est négocié, mais un plan en fait qui essaie de nous imposer un modèle où on veut faire disparaître le salariat, un modèle où on veut en fait reculer par rapport aux droits et aux acquis sociaux des travailleurs. Et donc, le cri de détresse des taximans aujourd'hui, en réalité, c'est un cri qui s'adresse à tous les travailleurs de ce pays, parce qu'aujourd'hui, c'est les taxis, hier, c'était Uber, demain, ce sera quelqu'un d'autre, ce sera d'autres professions, d'autres domaines, d'autres secteurs. On va en reparler. Mais d'abord, sur le plan taxi en tant que tel, parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier. Vous êtes spécialiste de ce dossier taxi, vous êtes élu du PS. Le PS, si je ne m'abuse, est au gouvernement de la région bruxelloise. C'est même le ministre-président. Les taximens sont en train de le voir pour l'instant, justement. Tout à fait. Comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivé, en étant le premier parti de cette région, à mettre au point un plan taxi depuis le début de la législature? Parce que Uber n'est pas arrivé hier. Uber, ça date maintenant de quelques années. Alors pourquoi? D'abord, quelle est votre réponse à cette question? Ma réponse, si vous écoutez un petit peu mes discours, j'ai toujours tenu le même discours. Depuis le départ, je dis attention, il y a un danger, attention, on ne se préoccupe pas assez des revendications du secteur taxi, un secteur qui souffre.
Deux, attention, mais ça veut dire que vous n'êtes pas écouté au PS ou que le PS n'est pas écouté au attention, gouvernement? il y a une ubérisation de la société Oui, qui nous menace, un dérèglement total, un contournement des règles et des lois. Je pense qu'on est dans un gouvernement, le PS n'est pas tout seul, il ne gouverne pas tout seul, et la charge du dossier de taxi, la responsabilité en matière de mobilité, elle incombe à un ministre qui fait des propositions. Donc jusqu'à présent, on l'a toujours laissé. Jusqu'à présent, on l'a toujours laissé négocier avec le secteur. Force est de constater que la concertation n'a pas été menée dans les règles de l'art. Mais donc pour revenir encore à ce point-là, il y a eu un plan taxi, le fameux plan taxi dont on parle maintenant. Il était adopté en première lecture au gouvernement. Donc tous les partis du gouvernement étaient d'accord avec ce qu'il y a dans ce plan. Alors pourquoi maintenant on n'est plus d'accord? Alors il aurait pu y avoir 10 lectures. Ce qui a été adopté, c'est le principe et le fait qu'on accepte que le ministre reparte pour un tour de négociation avec le secteur. Mais d'après nos informations, ce n'est pas des négociations. C'est plutôt un jeu de dupes, c'est plutôt des menaces. C'est un secteur qui vient avec des préoccupations, des revendications, et un ministre qui dit adoptez, acceptez le plan et on réglera vos problèmes. Ça ne va pas. Une concertation, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut écouter les autres. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, ce que le PS dit, est conforté par le Conseil économique et social qui vient de rejeter ce plan et qui dit qu'il faut une vraie et une réelle concertation et qui dit qu'il faut une étude de rentabilité du secteur. Je veux dire, c'est quand même le Conseil économique et social. Il dit qu'il ne peut pas en parler tant qu'il n'a pas d'études. Il nous donne raison. Il nous donne raison. Et quand on regarde ce qui se passe chez Deliveroo, ça donne raison également à nos inquiétudes. Restons encore là-dessus, ici, sur Pascal Smet. Donc, vous nous dites qu'il ne concerte pas bien. Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce que Rudy Vervoort doit reprendre le dossier en main? Moi, je n'ai pas appelé à la démission du ministre Pascal Smet. Et c'est pas, je veux dire, à l'ordre du jour. Le secteur demande sa démission et moi je comprends et j'entends. Parce qu'ils ont l'impression, effectivement, qu'avec ce ministre, ils ne vont pas avancer. Et je pense, il me semble, que si le ministre continue à s'entêter dans sa volonté d'imposer un plan qui n'est pas un plan taxi, mais c'est un plan pro-Uber, ça ne marchera pas. Alors effectivement, ou il change complètement radicalement de position et on repart d'une page blanche, ou effectivement il doit essayer de céder cette compétence à quelqu'un d'autre. Par exemple, les allocations familiales, ça ne se passe pas bien. Pour l'instant, ça se négocie, mais enfin, pendant plusieurs mois, ça se passait mal. Le CDH d'un côté, tous les autres partis du gouvernement de l'autre. À un moment donné, le ministre-président a dit « Ok, je prends le dossier en main et je vais essayer de le mener à bon port ». Pourquoi il ne fait pas la même chose pour le plan taxi? Je pense qu'il l'a fait également, puisqu'il a laissé Pascal Smet partir en concertation avec le secteur, à la condition de mettre en place des contrôles. Parce qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas la concurrence déloyale et illégale. On contrôle les taxis qui, eux, payent des taxes, des charges de manière incroyable, et on ne contrôle pas les véhicules Uber qui viennent de manière illégale prendre le travail des taxis. Est-ce qu'on ne tire pas à boulet rouge? Est-ce que le PS ne tire pas à boulet rouge contre Pascal Smet de manière un peu opportune? Il y a eu l'affaire de la basilique avec Abed Laouej qui a fortement critiqué sur notre antenne. Rachid Madran aussi l'a critiqué. Vous et d'autres, vous au PS, vous le critiquez sur le plan taxi. Est-ce que vous jouez l'homme? Est-ce que Pascal Smet est l'homme à abattre? Non. Est-ce que le SPA est devenu l'ennemi du PS? Non, le SPA n'est pas un ennemi. Le SPA continue à rester un parti frère. On a un problème avec Pascal Smet qui a un problème de méthode. Mais nous n'avons pas un problème avec lui. C'est les Bruxellois, une grande partie des Bruxellois qui ont un problème avec lui, avec sa méthode. C'est vous qui montez au créneau. Non, mais je veux dire, c'est le PS qui monte au créneau. On est là, on relaye aussi les préoccupations et nous sommes aussi capables d'entendre aussi des difficultés sur le terrain. Et si jamais on n'est pas assez intelligent pour les écouter, nous on est là aussi pour les relayer. C'est aussi notre rôle en tant que politique. Et quand je vois les difficultés en matière de mobilité, vous voyez bien qu'il n'y a pas que le secteur des taxis qui souffre de cette méthode que Pascal Smet a à chaque fois de vouloir imposer des projets, de pouvoir, je vais dire, se passer de concertation. Ça ne va pas. On ne gère pas la région comme ça. On ne gère pas des difficultés sensibles, des dossiers aussi sensibles et aussi difficiles, je veux dire, à l'emporte-pièce. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dernier point un peu politique là-dessus, c'est l'EMR qui soutient plutôt le plan taxi, dit puisque le plan est passé en première lecture au gouvernement, on va déposer le texte et on va bien voir qui va voter pour ou contre au Parlement.
Si ce texte arrive effectivement au Parlement, est-ce que vous, député PS, vous voterez ce plan qui était adopté en première lecture? On a dit clairement qu'on ne votera jamais le plan qui est proposé parce que ce n'est pas un plan taxi, c'est un plan pro-Uber. C'est un plan qui ne respecte pas les salariés, qui tend à faire disparaître le salariat. C'est un plan qui ne respecte pas les indépendants, les entrepreneurs qui ont investi du temps et de l'argent. Je constate simplement que le MR est dans sa logique. Et si le MR le soutient, ça prouve bien que c'est un mauvais plan, puisque c'est plus du libéralisme, mais c'est du capitalisme sauvage, sans régulation, sans règles. C'est le chacun pour soi. Et c'est la création d'une précarité, d'une misère pour les travailleurs que nous ne pouvons pas accepter. Justement, donc il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et il est hors de question que nous votions ce plan. Justement, parlons-en. Quand on parle d'Uber, on peut parler aussi de Deliveroo. Tout à fait. Ce sont ces nouvelles plateformes où on propose, enfin les sociétés de Uber ou Deliveroo proposent plutôt un travail comme indépendant plutôt que comme salarié. Et ça, pour vous, ce sont de faux indépendants? Non. Alors clairement, pour moi, la liberté doit exister. Dans notre société, on peut être un indépendant ou un salarié. Ici, on a affaire à des statuts qui sont des statuts de faux indépendants. Parce qu'en fait, chez Deliveroo, ils sont indépendants, soi-disant, mais en réalité, ils dépendent de cette application. Application d'ailleurs qui se trouve parfois dans les paradis fiscaux, en tout cas pas ici en Belgique ni en Europe. L'application les suit et regardez dans quelle société on est en train de nous préparer. Les gens qui travaillent pour Deliveroo, qui pédalent au péril de leur vie, qui prennent des risques pour aller livrer des soupes et des repas, ce sont des gens qu'on ne vire plus, on les désactive. On leur dit vous êtes désactivés. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On a tué le salariat. Et vous savez c'est quoi le salariat? Le salariat, c'est aussi une protection sociale pour le travailleur. C'est aussi un contrat qui permet aussi de donner un salaire décent à des gens pour vivre. C'est un contrat qui permet aussi de payer une partie de la cotisation sociale, de remplir nos droits et les obligations en matière fiscale. Et je pense que le modèle de l'ubérisation, ou je devrais plutôt dire de la déréglementation, parce qu'en fait, on veut casser tous les règlements. Comment se fait-il que dans le monde entier, on s'oppose à Uber, et ici, à Bruxelles, on devrait être les seuls à dérouler le tapis rouge à Uber? Non, ça, ce n'est pas possible. On doit le réglementer. On doit réglementer. C'est l'interdire ou le réglementer? Non, il y a des règles, elles doivent être respectées par tout le monde. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui utilisent Uber, Deliveroo, et qui trouvent que le service est bien fait, et souvent mieux fait dans le cadre d'Uber que celui des taxis, dans le cas de Deliveroo, mieux que peut-être d'autres types de livraisons? Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis aux gens, vous leur dites d'arrêter? Je dis aux gens, quand vous commandez une soupe à 7 € et qu'on vous fait livrer une soupe, est-ce que vous pensez vraiment que derrière les 7 €, on paye décemment le coursier, on paye décemment le restaurant qui livre et on paye l'application? Enfin, je ne sais pas ce qui reste. Moi, j'aurais quelques craintes de boire cette soupe. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à quelle société on veut vivre demain. Est-ce qu'on veut vivre dans une société du chacun pour soi, de la jungle, avec aucune règle, aucune protection pour nos travailleurs? Vous avez des gens aujourd'hui qui n'en peuvent plus, des taximans qui ont perdu plus de 30% de leurs recettes, des gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui paient leur loyer en retard. Cette détresse-là, nous on l'entend. Elle ne semble pas être entendue par les autres, mais croyez-moi, nous ne lâcherons pas le morceau. Merci Djamali Kasbane. Demain on se retrouve pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.